Quatrième vidéo sur une série de 10 vidéos sur le chapitre 6. Dans cette vidéo, on va parler des fonctions et des procédures stockées. Avec les systèmes de gestion de base de données relationnelle, vous pouvez créer vos propres fonctions utilisateurs. Voici un exemple de code. Donc on crée une fonction, on lui donne un nom. Voilà, et ici on a les paramètres reçus en entrée de la fonction, et donc j'ai le paramètre cm pour centimètre qui est un float. Et donc ici c'est une fonction qui va convertir les centimètres en pouces, que j'ai appelé donc cm par centimètre to inch. On dit ici, deuxième ligne, quel type de résultat de retour est attendu. Donc c'est une fonction comme en programmation, une fonction qui reçoit 0 ou plusieurs paramètres en entrée et qui renvoie un seul résultat. Le corps de la fonction est entouré entre begin et end, et ma fonction renvoie le paramètre centimètre divisé par 2,54 pour faire la conversion de centimètres en pouces. Voilà. Et cette fonction, je peux l'appeler dans mes requêtes SQL. Donc, je peux faire un select de l'appel de ma fonction, mais je peux également, dans des requêtes bien plus complexes, appeler cette fonction. Imaginons que l'utilisateur encode des valeurs en centimètres et que dans ma table, je stocke les valeurs en pouces. Je peux très bien faire dans ma requête d'insertion, mettre la fonction centimètre to inch pour faire les conversions. C'est pas plus compliqué que ça. Par contre, alors en programmation, vous avez la notion de fonction et de procédure. Donc une procédure en programmation, c'est une fonction qui ne renvoie pas de résultat. En base de données, c'est plus subtil que ça. Donc une procédure, c'est également une fonction qui ne renvoie pas de résultat, mais une procédure peut faire beaucoup plus de choses. Et donc, le terme procédure tout seul, on n'utilise pas ça en base de données, c'est le terme procédure stockée. Mais on en parlera dans quelques calques. Alors, dans ce cas-ci, pour revenir à la fonction, dont la fonction doit fournir une valeur de sortie, voire une relation. Et ce qu'une fonction ne peut pas faire, contrairement à une procédure stockée, dans la fonction, on ne peut pas gérer les transactions. Transactions, on en parlera plus loin, mais c'est exécuter un paquet de requêtes d'un seul bloc, encapsulé par des transactions. On ne peut pas modifier les données dans la base de données via une fonction. On ne peut pas non plus du coup modifier la structure de la base de données, on ne peut pas modifier le schéma depuis une fonction, et on ne peut pas appeler de procédure stockée depuis une fonction, étant donné que les procédures stockées peuvent faire tout ça. Il serait donc con de pouvoir appeler une procédure stockée avec la fonction, alors que la fonction elle-même ne peut pas effectuer ces opérations. Donc c'est logique. Prenons un exemple d'utilité de fonction. Je vous prends un exemple que j'ai vécu. Donc ça c'est une table dans laquelle on va stocker les intitulés de cours. Pour le terme exact, les intitulés d'activités d'apprentissage au niveau des grilles d'une autre école ou d'une UNIF. Et dans la structure de la table, vous voyez que la clé primaire est composée de deux attributs. Il y en a un, c'est un identifiant d'année académique, et il y en a un, c'est un identifiant de cours. L'idée étant que quand on passe d'une année académique à l'autre, on duplique toutes les données de l'année académique actuelle, on les duplique pour la nouvelle année académique, et on change juste l'identifiant d'année académique, on l'incrémente de 1. Ça permet de garder l'historique de tous les cours d'une année à l'autre. Par exemple, si le cours de maths de l'année dernière s'appelait mathématiques et cette année il s'appelle maths appliquées, on ne va pas faire un nouveau cours. C'est le même prof, les mêmes heures, il y a juste l'intitulé qui a changé. Or, si je veux imprimer une fiche CTS par exemple de l'année dernière il s'appelait mathématiques et cette année il s'appelle maths appliquées. Donc ça me permet de garder l'historique de tout. C'est beaucoup plus efficace, en tout cas d'un point de vue fonctionnel, de faire comme ça. On perd un peu d'espace de stockage, mais c'est pas dramatique. Voilà. Le problème se pose, c'est quand on veut créer un nouveau cours, il n'y a pas d'historique, il est nouveau. Il me faut donc un nouvel identifiant de cours. Alors, soit je vais manuellement chercher dans la BD c'est quoi le nouvel identifiant, soit on peut faire une fonction que voilà. Donc, la fonction s'appelle newIdCours. C'est une fonction qui renvoie un nombre entier et
dans la fonction, bah allons-y, qu'est-ce qui se passe? Je déclare une variable x qui est un entier, ici, et il y a une petite requête SQL où je vais dans ma table gris court, regarder la valeur maximale pour id court, je mets ça dans un if. Si cette valeur n'est pas nulle, ça me sert pour les scripts d'importation, quand la table est vide et de faire des tests, etc. Je teste quand même si la table est vide ou pas. Donc si c'est pas nul, bah, je renvoie l'identifiant le maximum trouvé pour id court plus 1. Et si c'est nul, ça veut dire que la table est vide, bah, je renvoie 1. Et ça, le résultat de cette valeur-là que le if me renvoie, je stocke ça dans ma variable x. Et la fonction renvoie donc le contenu de la variable x, qui vaut au minimum 1, et sinon, s'il ne vaut pas 1, le plus gros, le rang d'idée de cours trouvé, plus 1. Voilà. Je connais des gars, ils font une table sur le côté avec tous les ID pour aller chercher le plus grand. Enfin voilà, il y a moyen de faire autrement. Avec une fonction, on a l'info. Du coup, à l'utilisation, bah, si je fais une requête insert, je vais insérer un nouveau cours. Bah, j'ai qu'à, vous voyez ici dans ma requête d'insertion, j'insère dans ma table en identifiant, blablabla, des trucs. Et pour quand c'est le tour de l'ID, j'ai un appel à ma fonction. L'appel à ma fonction va me renvoyer mon nouvel identifiant. Voilà, tranquille. Voici un exemple comme ça d'utilisation. Un autre exemple que j'avais déjà mis en place dans cette même BD. Vous écrivez une page sur un site internet et vous avez un titre sur le site internet. Et dans le titre, il y a des accents, des tirets, des apostrophes, etc. Et ce titre peut être réutilisé pour faire une URL de la page au niveau du site. Et pour l'URL de la page, on ne va pas taper des accents, des espaces, des apostrophes et des choses comme ça. Et donc, le CMS ne demande pas à l'utilisateur de taper le titre de l'URL. Ce titre est généré automatiquement sur base du titre de l'article. Et donc dans la BD, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une fonction qui est appelée, qui reçoit en paramètre le titre que le gars a tapé, et qui va épurer pour créer une URL, enfin pour une chaîne de caractères qui peut convenir pour une URL, par exemple. Donc il n'y a pas à le mettre côté application, il n'y a pas à coder ce truc-là, vu que c'est un site web, c'est du PHP dans mon cas, il n'y a pas à coder ça en PHP, c'est une bête fonction dans le serveur de base de données. Du coup, si à un moment donné on veut changer la syntaxe, la mise en page des titres, il suffit de changer le contenu de la fonction, et en plus comme c'est une fonction en BD, on peut mettre à jour toutes les anciennes URL avec un script en une requête SQL. Enfin, avec juste une requête SQL et à chaud en plus. Donc c'est vraiment très pratique de déporter comme ça une partie du code côté serveur de base de données pour plein de petites conneries telles que je vous ai présentées ici. Alors, maintenant passons aux procédures stockées. Donc une procédure stockée, c'est comme une fonction, sans les limitations qu'on avait vues avec les transactions, modification de données. Donc avec une procédure, vous pouvez gérer les transactions, modifier les données, on peut faire plein de trucs, même modifier le schéma de la BD. Voilà, on peut quasi tout faire avec une procédure stockée. Alors, la syntaxe est assez similaire, donc c'est créer de procédure à la place de create function, le nom, les paramètres, sauf qu'il n'y a pas de return, vu qu'une procédure ne renvoie rien, le begin et le end. Par contre, vis-à-vis des paramètres, il y a un petit mot-clé en plus à rajouter, en plus du type des paramètres. C'est spécifique aux procédures stockées, vous pouvez les paramètres en entrée, ça c'est l'utilisation classique des paramètres, mais également des paramètres en sortie. Donc vous envoyez une variable à votre procédure, et votre procédure va pas lire la valeur qu'il y a dedans, mais mettra une valeur dedans. Et après l'appel de la procédure, vous pourrez utiliser cette variable. Et in-out, c'est une variable qui contient une valeur, et vous allez réécrire des valeurs dedans, et vous aurez cette variable en sortie qui sera alimentée. Voilà. Par contre, une grosse différence avec la procédure stockée et la fonction, c'est que la fonction, vous l'utilisez dans des requêtes SQL, tandis que la procédure, c'est pas utilisé dans une requête SQL, elle est appelée. C'est un code, vous voyez ça comme un programme que vous démarrez. Et donc la syntaxe, c'est call, le nom de votre procédure, et entre parenthèses, s'il y a des trucs à mettre, vos paramètres. Voilà. Alors, aussi, les procédures stockées
il ne faut pas confondre ça avec les requêtes préparées, parce que souvent on fait des fois la différence, enfin on fait des fois l'amalgame entre les deux. La requête préparée, rappelez-vous, c'est une requête qui est compilée, et puis on reçoit un raccourci de requête qu'on peut exécuter plusieurs fois, et c'est compilé, le résultat de la compilation est stocké en session utilisateur. Une procédure stockée, c'est sauvegardé de manière durable sur le serveur, et son plan de requête, il est compilé une fois pour toutes pour tout le monde. Donc c'est pas quelque chose qui est lié à la session utilisateur comme une requête préparée. Et les procédures stockées peuvent très bien être déclenchées par des triggers. Donc dans votre code de trigger ou de déclencheur, vous pouvez faire des appels à des procédures stockées, c'est pas un souci. Alors le langage utilisé pour les procédures stockées, c'est le SQL/PSM. Alors ça vient d'où ce nom barbare? Ça vient de Persistent Storage Modules, et c'est le fameux, donc si j'ai repris ici un copier-coller dans mes calques sur le langage SQL, on avait donc dans l'ordre la DDL pour créer et modifier la structure de la base de données, DML pour manipuler les données, DCL ce sont les droits d'accès, et TCL, on va en reparler plus tard, les transactions. Et en plus, on a le SQL PSM, c'est de l'algorithmique en fait, c'est du code procédural, c'est de la syntaxe if then else, for, machin, while, tout ça, qui sert à être intégré dans les procédures stockées. Voilà, donc c'est un langage procédural, au contraire du SQL pur qui est un langage déclaratif, donc on vient rajouter du langage procédural dans les procédures stockées. Et comme pour le SQL, chaque SGBD a son propre dialecte de SQL PSM, et MySQL et MariaDB ont un dialecte commun qui s'inspire du SQL PSM, mais ça leur est propre. PostgreSQL, eux, leur langage, ils l'ont appelé le PL/PGSQL. Alors pourquoi un nom pareil? Parce que Oracle appelle leur langage le PLSQL, et Postgre s'en inspire un petit peu, et ils peuvent pas réutiliser le même nom, et ils ont fait PL/PGSQL. Voilà, c'est très charmant comme nom. Et SQL Server, leur langage donc procédural pour les procédures stockées, s'appelle le Transact SQL. Voilà, ça c'est les langages les plus connus. Et donc vous ne pouvez pas reprendre un code de procédure stockée, copier-coller d'un Oracle par exemple, et le coller sur un SQL Server. Chacun sa syntaxe, c'est très similaire, mais il y a des petites variations, un petit peu comme les requêtes SQL, il y a des petites variations. Alors pour la petite histoire, les dernières versions de MariaDB sont compatibles partiellement, mais quand même une très grosse partie, avec le PLSQL d'Oracle. Il y a quelques années, la plus grosse banque d'Asie, c'est DBS. Voilà, en tout cas à l'époque c'était le cas, mais je suppose que ça l'est toujours. Tournaient tous leurs serveurs sur du Oracle. Et ils en avaient marre de payer les licences. Je suppose que c'est ça qui a déclenché la migration. Et ils ont lancé un appel d'offres pour migrer tous les systèmes. Ils voulaient autre chose qu'Oracle. Et l'équipe MariaDB a potentiellement été bien placée pour gagner le marché, mais ils n'allaient pas l'avoir parce que leur système, parce qu'il fallait traduire plus d'1 million de lignes de code de PLSQL pour qu'il soit compatible avec MariaDB. Et voilà. Alors MariaDB, bon, voyez mal dans le contrat, taper des développeurs à eux, convertir 1 million de lignes de code et risquer des bugs et des machins comme ça. Mais ils voulaient absolument gagner ce contrat. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rendu leur moteur compatible avec le PLSQL. Donc, ils ont rajouté un interpréteur de PLSQL dans leur moteur, et ils en ont fait, tant qu'à faire, bénéficier la communauté dans leur dernière version. Alors, ça a déjà quelques années, ça, mais c'est la 10. Je sais plus combien. Ils ont rajouté cette fonctionnalité là. Donc il est possible de faire des migrations Oracle vers MariaDB moyennant de légères adaptations.
en tout cas plus aisément que de faire de Oracle vers un autre système que MariaDB. Voilà, ça c'est pour la petite histoire, petite anecdote. Alors, premier exemple de procédure stockée. Alors, pour rappel, ici, moi je suis en syntaxe MySQL MariaDB. Alors, comme pour les triggers déclencheurs, je change le délimiteur, ici je mets un pipe et je le remets en point virgule après. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ma déclaration de procédure, j'aurai un ou plusieurs points virgules et je ne veux pas que l'exécution de ce que j'ai tapoté démarre dès que j'ai appuyé sur un point virgule. Voilà, mais ça, on a expliqué ça dans le chapitre, sous-chapitre dédié au trigger. Donc on crée la procédure. C'est une procédure stockée qui va renvoyer le volume d'un cube. Et j'envoie un paramètre ici de type in. Donc c'est le paramètre taille qui est un entier et in. C'est-à-dire que c'est un paramètre qui va être utilisé en lecture. Et j'ai un autre paramètre ici, volume, qui est un entier et qui lui est out, sera un paramètre utilisé en sortie. Donc on va écrire dedans. J'ai mon begin, j'ai mon end, et je vais donc faire un select po taille, 3, ce qui va faire taille fois taille, donc élever taille au cube, et le résultat de ce select, je le mets dans mon paramètre volume. Voilà, donc dans ce paramètre-là, poum poum. Voilà ma procédure stockée. Donc à l'utilisation, comment ça s'utilise? Vous avez une petite capture d'écran. Donc j'appelle ma procédure stockée avec l'opérateur call, le nom de ma procédure stockée. Je donne une valeur ici 10 et j'ai une variable, donc @x, x qui contiendra donc le résultat. La query est OK, ça s'est passé. Ok, bon, maintenant j'aimerais vérifier que ça s'est bien passé. Ben, je vais afficher le contenu de ma variable x et on voit bien qu'il vaut 10 au cube. Voilà. Ça, c'est l'exemple basique d'une procédure stockée. En l'état, ça ne change rien par rapport à une fonction, mais on va voir un peu plus loin d'autres exemples. Prenons un second exemple où l'utilité de la procédure stockée, ça va être de faire un petit peu à l'image des vues, un mécanisme d'abstraction du schéma de base de données. Donc on a vu qu'avec les vues, une des techniques c'était d'interroger la BD qu'avec des vues. Ainsi, ça permettait de faire une abstraction du schéma, de faire que l'application ne soit pas au courant de comment la base de données est structurée pour les lectures. Maintenant, pour les écritures, même s'il y a moyen d'insérer des données avec les vues, c'est pas toujours la bonne façon de faire. Et pour tout ce qui est mise à jour d'informations et écriture, l'autre technique, c'est d'utiliser des procédures stockées, ce qui permet de faire une abstraction du schéma. Et on va montrer un petit peu comment, ici avec un exemple, avec deux exemples. Donc on va commencer avec le premier. Et donc imaginez, vous avez votre table qui ressemble à ça, donc un identifiant, on va dire que c'est un auto-incrémenté, des noms de plats, des prix et des types de plats. Et donc on veut insérer une procédure stockée pour insérer les données là-dedans. Ok, ben on fait une procédure stockée qu'on appelle insert plat, voilà, hop, qui reçoit les trois paramètres en in, le nom du plat, le prix du plat et le type de plat, la chaîne de caractères avec le type de plat. Ouais, pour le prix du plat, j'ai mis du float, dans la vraie vie on mettra un décimal pour éviter les erreurs de précision, mais ici c'est un exemple. On a le begin, on a le end, et à l'intérieur de notre procédure stockée, que fait-on? On insère simplement dans la table plat le nom, le prix et le type de plat. Bon, voilà. Tant qu'à faire, donc ça, on pourrait s'arrêter là, mais ce qui est intéressant, c'est on pourrait utiliser aussi la procédure stockée pour renvoyer une info. Et c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer, comme c'est un auto-incrémenté ici, nous allons récupérer avec cette ligne-là l'identifiant qu'on vient de générer. Donc on crée une variable qui va stocker l'identifiant qu'on vient de générer. Et vous remarquerez ici qu'on n'a pas de paramètre en out, donc on n'a pas prévu de out pour renvoyer une valeur, mais c'est pas grave, on peut quand même renvoyer une valeur en faisant, en affichant quelque chose. Et on saura récupérer l'affichage comme si on appelait une requête SQL. Et donc on fait un select ici où on renvoie la valeur
de l'identifiant, et on appelle ça ID. Donc notre procédure stockée, on lui insère, donc on l'appelle avec les paramètres du plat qu'on veut insérer, je sais pas moi, Martino 2 € sandwich, voilà, et il va renvoyer 47, l'identifiant du sandwich qu'on vient d'insérer. Donc, d'un coup, en une seul appel au serveur de base de données, on a inséré les données et on a récupéré l'ID. Donc c'est un petit peu dans votre code quand vous faites des requêtes, hein, vous aurez requêté un serveur, soit vous faites une requête d'insertion update, etc. et vous regardez si tout s'est bien passé, soit vous faites un select et vous récupérez les données. Ben, si vous le faites faire comme avec un select, c'est la même syntaxe dans le genre où vous appelez votre procédure en mettant des données. Ce qu'il y a, c'est qu'en arrière-plan, votre procédure va insérer les données et elle va vous renvoyer un tableau à afficher comme un select. Et dans ce tableau, bah, ici, il n'y a qu'une seule case, c'est l'identifiant de la ligne que vous avez insérée. Donc, en un seul appel au serveur, vous écrivez les données et vous réceptionnez l'ID. Tandis que sans les procédures stockées, vous devez le faire en deux fois. J'insère mes données, et puis j'interroge le serveur pour dire « c'est quoi l'ID que tu as inséré ?» Ici, on fait d'une pierre deux coups. Et donc, c'est plus efficace. Bon, maintenant, au niveau abstraction du schéma de la base de données, c'est ici, dans cet exemple-ci, on va voir toute la puissance des procédures stockées. Imaginez donc, c'est toujours la base de données du slide précédent, mais cette fois-ci, on se dit, oui, mais c'est quand même con, les formes normales, machin, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a une colonne type de plat? Il y a de la redondance, on écrit sandwich plein de fois, burger plein de fois. Ça ne va pas. Donc, on va splitter la table en deux, et on va faire une table avec les types de plats, tels que vous le voyez ici à l'écran. Et au lieu d'écrire les noms des types de plats dans la table plat, on va avoir une clé étrangère, l'id type ici, qui fera le lien avec le type de plat correspondant. Ok. Alors on modifie les données, mais pour l'écriture, on se dit, on va pas modifier l'appli, hein, pas de problème, on va gérer. Ou ils sont pas encore prêts pour modifier l'application, on n'a qu'à modifier la procédure stockée pour que ce soit compatible avec ce nouveau schéma. Et donc cet exemple-ci, c'est le cas. Alors vous voyez les par étapes, il ne faut pas vous laisser effrayer par la quantité de lignes. Donc c'est la même procédure stockée, elle a le même nom, ce sont les mêmes paramètres. Donc le nom du plat, son prix et le nom du type de plat. On n'a rien changé. Ce qui a changé, c'est le contenu. Alors, qu'est-ce qui a changé dans le contenu? Regardons. On va déclarer ici deux variables. Donc, il y a une variable qu'on appelle plastID. L'objectif de cette variable, ça va être de stocker, s'il y en a un ID auto-incrémenté ici du plat. Et tLastID, ça va être, si le cas échéant, stocker un ID auto-incrémenté du type de plat. Parce que l'idée, c'est que avec cette procédure stockée, si on met un nom de type de plat, je sais pas moi, salade par exemple, on voit que salade n'est pas présent ici, et ma procédure stockée on va faire d'une pierre deux coups, on va rajouter le nouveau type de plat et l'article correspondant à ce type de plat. Tout ça avec une seule procédure stockée. Donc comment ça se passe? Regardons. Donc on a la déclaration de nos deux variables, et puis ici on va sélectionner, donc on va chercher l'info, on va aller dans type plat, on va aller voir ici, dans le type de plat, on retrouve le nom qu'on veut insérer. Donc, si on veut insérer burger, on va dire qu'on veut insérer le Big Bacon, le burger Big Bacon. Dans ce cas-là, on retrouvera ici l'ID 2. Voilà. Et cet ID, comme il y a into ici, on va l'injecter dans notre variable lastID. Notre requête, ça c'est une première requête. On va regarder, tiens, si burger existe. Oui, c'est 2. Ok. Alors, ensuite, on teste si on a bien une valeur non nulle. Enfin, si on a une valeur, on regarde si on a une valeur nulle. Si, dans ce cas-ci, c'est 2, donc c'est une valeur, la valeur n'est pas nulle, donc on n'exécute pas ça. Donc on arrive ici. Du coup, il n'y a qu'à insérer le plat, donc on insère la valeur 2 pour l'id type, hein, on l'a récupéré là, vous voyez, on utilise la variable, le nom, notre Big Bacon, et le prix du Big Bacon. On insère. Tant qu'à faire, on va récupérer ici l'id de l'article qu'on vient d'insérer, et on le met dans la variable plastID.
Et tant qu'à faire, encore, on va afficher comme donnée l'ID de l'article qu'on vient d'insérer. Donc ça, c'est ce qu'on faisait déjà avec la procédure stockée à la page précédente, mais en plus, cette fois-ci, on rajoute une colonne avec l'identifiant du type. Donc, on a notre nouvel identifiant du Big Bacon qui est 50, et on a l'identifiant du type qui est 2 pour burger. Voilà, donc en un seul appel, on a géré ça. Maintenant, reprenons l'exemple, recommençons l'exemple, au cas où on veut insérer salade qui n'est pas dans notre liste. Donc, je viens effacer ceci. Donc, on va sélectionner, on va chercher l'identifiant de salade, donc avec la requête ici, hop, dans la table type plat, on voit qu'il n'est pas dedans, du coup, TLastID vaut nul. On fait un test si c'est nul, ah ouais, bah si c'est nul, ok, on rentre du coup dans le if, et on va alors insérer dans la table type plat le nom salade. On va récupérer l'identifiant de cette salade-là, et on aura du coup le lastID qui vaut 4 ici. Du coup, on pourra insérer dans notre article le nouvel ID de salade qu'on a créé juste avant, avec notre salade César dans notre table. Voilà, et donc à la fin de la procédure stockée, on récupère notre salade César qui vaut 51 et notre lastID qui vaut 4 pour le type qui est salade. Voilà, donc la procédure stockée du slide précédent, on a gardé le même prototype, le même en tête, on a changé le contenu pour pouvoir adapter l'appel à cette procédure à notre nouveau schéma de base de données. Du coup, côté application, on a changé la BD, et ça s'est fait en toute transparence pour l'appli. On n'a pas dû changer une seule ligne de code pour l'application. On a fait tout côté BD. Car l'appli écrivait les données via des procédures stockées, et l'appli accédait à la base de données via des vues. Voilà. C'est ça l'idée. Donc un gros avantage des procédures stockées, c'est de fournir un mécanisme d'abstraction du schéma pour les utilisateurs. Ça, c'est clairement un gros avantage, ce qui rend finalement le code de l'application plus simple, parce que vous faites que appeler des procédures, il n'y a pas besoin de mettre du SQL compliqué, c'est call le nom de la procédure et les paramètres, point barre. Donc, voilà. Faut-il utiliser des ORM? Je vous pose la question, chacun son point de vue. Mais, voilà, ça c'est vraiment le gros avantage, l'abstraction du schéma. Ensuite, ça j'en ai pas parlé, mais les procédures stockées, le contenu est connu. L'algorithmique qu'il y a dedans, une fois qu'on enregistre la procédure, il est connu. Il n'y a pas de plan de requête qui va changer d'un appel à l'autre. Bon, il y a des procédures stockées un peu particulières où potentiellement ça peut arriver, mais sinon, très souvent, les procédures stockées, elles sont précompilées, le plan de requête est connu. Il n'y a pas à parser une requête SQL, du coup vous gagnez en perf, en utilisant des procédures stockées plutôt que des requêtes SQL. Ça, c'est aussi un avantage qui n'est pas à négliger. Et on peut y gagner, des fois les gains peuvent être élevés. Hein, parce que il y a des fois, j'avais vu comme ça un article où l'implémentation de l'application n'était pas super bien faite, ce qui fait que le système se connecte et se déconnecte à chaque fois, entre chaque requête. Et du coup, les caches en session utilisateur étaient purgés à chaque fois. Ce qui fait que les plans de requête se régénéraient systématiquement. Et donc, ça prenait genre, je sais plus, il y avait 50 000 requêtes ou quelque chose comme ça. Ça prenait quelque chose comme 10 minutes d'exécution. Alors qu'en remplaçant la requête par une procédure stockée, mais en gardant cette mauvaise implémentation de connexion-déconnexion, l'application tournait dans la seconde. Donc, parce que le plan de requête était connu, il n'y avait pas à recompiler tout ça, voilà, c'était beaucoup plus efficace. Alors la charge réseau aussi, gain substantiel étant donné que vous pouvez diminuer le nombre d'interactions parce que vous pouvez mettre des lots de requêtes dans votre procédure stockée, et en plus de ça, l'appel à une procédure stockée, c'est une chaîne de caractères plus courte, call le nom de la procédure valeur, c'est plus court que d'écrire insert into machin bidule. Voilà, donc non plus court, mais surtout, moins d'interaction avec le serveur si vous faites bien votre architecture. Donc c'est quand même pas négligeable. Alors aussi, il est possible, faut passer quelques verrous, mais d'appeler des scripts externes.
j'avais vu un article d'une équipe avec PostgreSQL qui avait appelé des scripts en C qui permettaient de balancer les données extraites par la procédure stockée à du code qui transférait les données en GPU sur la carte graphique pour traiter les données plus rapidement, et puis qui les réinjectait dans la procédure stockée qui ensuite renvoie le résultat à l'application appelante. Donc vous avez carrément une base de données qui exploitait le GPU pour faire certains traitements grâce aux procédures stockées. Toujours avec PostgreSQL, vous pouvez, il y a des plugins sur PostgreSQL où vous pouvez écrire les procédures stockées dans d'autres langages que le PL/PGSQL, où vous pouvez les écrire en Python, en C, des choses comme ça, pour une syntaxe quand même un peu plus propre que la syntaxe du PL/PGSQL. Et donc justement, la syntaxe, c'est clairement un défaut, c'est que c'est une syntaxe très old school, hein. Ça ressemble à du Pascal, le langage est assez limité, vous n'êtes pas là avec de l'orienté objet, des vecteurs, tout le bordel, il n'y a pas ça, sauf si vous faites, comme je viens de dire précédemment, des plugins pour pouvoir écrire des procédures stockées dans d'autres langages, mais en natif, vous êtes avec une syntaxe très limitée. Vous n'avez pas beaucoup d'outils modernes au niveau du langage. Certaines procédures stockées qui peuvent avoir des plans de requête dynamiques, mais c'est rare, hein, peuvent potentiellement provoquer ce qui ne sont pas une sécurité contre les injections SQL. Voilà, mais c'est pas courant. Si votre procédure est bien faite, c'est ok. Maintenant, rien n'empêche de faire une requête préparée d'une procédure stockée. Si vous êtes bien certain et de vous prévenir contre toute injection SQL, c'est pas un souci. Et surtout, voilà, c'est le plus gros inconvénient. C'est pour ça que c'est très utilisé, mais c'est pas utilisé autant que ce que ça devrait être utilisé. Oh, quelle belle phrase. Donc, à mon sens, ça devrait être utilisé bien plus souvent, les procédures stockées. Déjà rien que pour un mécanisme d'abstraction de schéma par rapport à l'application, ce qui offre quand même une grosse flexibilité des deux côtés, tant côté serveur que côté application. Le problème, voilà, ça nécessite pas mal de skills, surtout dû aux mécanismes mis en œuvre qui sont assez vieillots, et voilà, on n'est pas sur un truc méthode agile, MVC, découpe en 36 000 couches applicatives, voilà, on est sur du old school, hein, on est sur de la programmation pure et dure, et voilà, on n'est pas sur c'est pas trop raccord avec toutes les technologies les méthodologies modernes de programmation, et ça nécessite pas mal de compétences. Donc parce que voilà, vous pouvez mettre le serveur à genoux en faisant une connerie sur une procédure stockée. Il y a ça aussi. Voilà, donc ça c'est le côté négatif des procédures stockées, mais que je trouve est largement compensé, en tout cas c'est un avis personnel, par tous les bénéfices à utiliser des procédures stockées. Vous pouvez même tout faire en procédure stockée, donc ne pas utiliser de vue, par exemple, même utiliser les procédures stockées pour les lectures. Le problème, l'avantage d'une vue, c'est que quand vous créez une vue, vous pouvez faire select à votre vue, where, et puis rajouter un filtre. Dans vos procédures stockées, vous ne pouvez pas faire un call, votre procédure, where quelque chose. Donc il faut prévoir tous les types de filtres à l'avance vis-à-vis de votre procédure stockée, mais c'est totalement faisable. Procédure stockée avec différents paramètres, donc qui sont tous les champs sur lesquels on pourrait avoir un filtre, et en fonction de si les paramètres sont alimentés ou pas, on construit la requête SQL à l'intérieur. Donc c'est quelque chose qui est faisable. Voilà. Personnellement, moi je travaille comme ça, je fais la totalité en procédure stockée, vu que je suis coincé avec MySQL MariaDB pour mon activité en DBA, et voilà, tout en procédure stockée, même les selects, comme ça fait une abstraction complète avec le côté applicatif, et les gars qui codent sur le côté applicatif n'ont aucune idée du schéma de la base de données, ils en ont aucune idée. Ils me disent je veux ça comme données, ok. Moi je fais tout ce qui est procédure, et c'est parti, je leur donne la doc de la procédure, et c'est fini, voilà. Comme ça, quand j'ai une modification de schéma, et ça arrive quand même régulièrement,
j'ai qu'à modifier les procédures stockées qui y font appel. Et côté applicatif, il faut rien changer, il faut rien couper, je fais ça à chaud, et voilà. Dans le pire des cas, ça bug 2 minutes, mais le temps que je fasse la modif, mais bon, si on fait les choses correctement, on les moins de synchroniser les modifs, et c'est bon. Voilà, ça c'est un gros avantage sur les procédures stockées. Et donc ce principe d'isolation du schéma par rapport à l'application, ça porte un nom. Ça porte le nom de base de données épaisse, ou thick database en anglais, et enfin thick, T-H-I, pas S-I, database en anglais, où on utilise des vues matérialisées pour les lectures. Attention, si vous êtes comme moi avec MySQL MariaDB, ça c'est plus compliqué, les vues non matérialisées. Et des procédures stockées pour les écritures. On n'accède jamais directement aux tables, sauf si c'est des vues matérialisées. C'est ça l'idée des bases de données épaisses, mais ça va même plus loin que ça, c'est qu'on peut mettre également toute la couche business de votre application carrément dans le serveur. Étant donné qu'on peut faire de l'algorithmique en procédure stockée, c'est carrément vous retrouvez avec une architecture où vous avez le serveur de base de données et autour, il n'y a plus que la partie visuelle. Il n'y a plus que le visuel des applications qui doit être codé en dehors du serveur de base de données. Tout ce qui est gestion de flux de données est fait côté serveur de base de données. C'est une architecture particulière. Et donc si vous connaissez les habitudes des modèles vue contrôleurs, eh ben, vous avez votre vue, ça reste votre vue, mais modèle et contrôleur, on peut le faire côté serveur de base de données. Et donc ça rend l'application complètement agnostique du schéma de base de données, contrairement à un ORM qui vous donne l'illusion que c'est le cas, ici ça l'est réellement. Et donc d'un point de vue perf, en tout cas, c'est donc sauf dans certains use cases, mais dans une grosse majorité de use cases, le principe de base de données épaisse, c'est ce qui proposera le plus de performance, à condition que vous ne souffrez pas de contraintes de type big data et de choses comme ça, mais ça on en parlera plus tard. Mais bon voilà, c'est plus difficile, comme je vous l'ai dit au slide précédent, à mettre en œuvre, ça demande assez bien de skill, et tout ce qui est méthodologie moderne, Scrum, bidule, c'est compliqué pour faire ça avec ces méthodologies de travail. Voilà, donc c'est un peu travaillé à l'ancienne, et c'est pour ça que ça n'a pas trop la cote, mais point de vue perf, sur le Moodle du cours, il y a un lien vers une vidéo d'un gars de chez Oracle. Bon, le gars il est de chez Oracle, ok, il fait sa pub, tout ce que vous voulez, mais ils ont fait des tests et ils nous expliquaient quand même certaines choses intéressantes. Et ils montraient que travaillant en procédure stockée, de toute façon en restant sur le système Oracle, procurait des gains des fois jusqu'à plus de 1000 fois plus rapides qu'en faisant des requêtes SQL, surtout par rapport à l'utilisation d'un ORM ou pas. Et je parlerai aussi par l'empreinte de mémoire qui était beaucoup plus réduite. Et voilà, il y avait plein de choses intéressantes dans cette vidéo. Bon, elle est un peu longue, elle est en anglais, mais si vous avez un peu de temps et que ça vous intéresse, je vous conseille cette vidéo. Et le mec parle très bien anglais. Je crois que c'est un néerlandophone vu l'accent. Et c'est très compréhensible, c'est très clair. Les néerlandophones parlent souvent très très bien anglais, de manière très compréhensible. Voilà, ceci clôture donc cette vidéo sur les fonctions et procédures stockées.